Je suis aussi très heureuse d'être ici, de recevoir l'invitation à participer. Les thèmes centraux m'intéressent beaucoup. Et, je veux dire juste un mot bref sur le langage. Quand Annie Jarin m'a invité à participer, l'idée c'était de présenter en anglais, mais aux dernières minutes, j'ai décidé de faire une petite traduction de quelques parties de mon texte pour aider les interprètes qui sont ici aujourd'hui. Alors c'est moitié-moitié en anglais, en français, j'espère que ça va. Je veux me concentrer sur un projet pédagogique, mais également ma présentation va traiter la recherche et la création. La discussion après le dernier panneau m'intéresse beaucoup. Je veux demander comment les approches basées sur les lieux particuliers peuvent reconstituer l'histoire de l'architecture. En d'autres mots, comment l'enseignement et la recherche axés sur les lieux peuvent éclairer l'histoire de l'environnement bâti. Pendant les dernières années, j'avançais ce que j'appelle une approche critique et engagée avec les lieux. Probablement c'est mieux en anglais, Critical Place Engaged Approach. Je situe cette approche entre le concept de Critical Pedagogies of Place avancé par David A. Greenwood et le concept de Critical Spatial Practice de Jane Rendell et des autres. Les deux donnent la priorité aux lieux, d'où sont se trouvent précisément dans le monde, ainsi qu'à la nécessité de décoloniser l'espace et d'agir pour atteindre la justice écologique. Sur le plan pratique, l'approche de Greenwood encourage les enseignants et les apprenants à sortir du cadre normatif, c'est-à-dire de sortir des non-lieux, comme ici, où la plupart des programmes d'études prennent place, et d'entrer dans le monde phénoménal. L'approche de Rendell met l'accent sur l'importance de ce que les usagers ou les résidents connaissent d'un lieu précis. Pour expliquer cette idée, je vais vous donner un exemple rapide de ce que je considère comme un travail critique et engagé sur place. En 2003, le groupe interdisciplinaire MUF Art and Architecture a gagné le contrat de faire le design pour un parc communautaire pour Broadway Estates, c'est un HLM, en Angleterre. Après la découverte que les fermiers ont amené des poneys pour frôler sur le champ en question, les architectes ont introduit un projet de recherche appelé la queue d'un cheval avec des enfants locaux. Leur but était d'identifier les réclamations antérieures, prior claims, sur le site, avant de dessiner n'importe quoi. Elles se sont rendues compte qu'il y avait une étape manquante. Une série d'événements étranges, y compris ceux dans lesquels les résidents se sont habillés comme des chevaux, a été utilisée dans le but de réécrire les commissions de design avec les usagers du parc eux-mêmes dans le premier plan. En reconnaissant qu'aucun site n'est vide ni sans habitation, MUF voit que le processus de design est une plateforme pour faire visible la connaissance des usagers de l'utilisation actuelle ou historique d'un site. À Tilbury, ici, ceci assurait que la pratique d'apporter des chevaux au terrain est continuée, a fleuri même, et s'est étendue. Et c'était important car, quant aux résidents, cette présence interespèce faisait partie de l'enchantement d'un lieu autrement ordinaire. I've been developing a critical place-based approach in my own research and creative work since the late 1990s, and this is something I talk about in my book, which was just reissued in 2017. But it was only really starting in 2014 that I found the right opportunity to explore a critical pedagogy of place. In that year, I received the first of 3 curriculum innovation grants from Concordia University. So several colleagues and I had been having a discussion for a few years about how to link teaching, research, and creation
in the southwest of Montreal, the sud-ouest, and specifically in the neighborhood of Pointe-Saint-Charles. I'm sure everyone knows where Pointe-Saint-Charles is, but just in case, here is a satellite view of our island, and the small segment known as Pointe-Saint-Charles is outlined in red. And in fact, this neighborhood is only a 30-minute walk from the downtown core, so you might imagine that it has been the focus of a lot of real estate speculation in the last few years. Paul Chamedy, one of the settler colonial founders of Montreal, gave this unceded indigenous land to Marguerite Bourgeois for agricultural use in 1642. The area went through rapid industrialization after the completion of the Lachine Canal in 1825 and the expansion of the railway in 1860. As we all know, enormous factories lined the canal, far more then than there are today, and worker housing was built very much without regulation in proximity to the industries. The period from 1845 to the end of World War I saw a great deal of growth, during which the Point became well established as a densely populated stronghold of working class, Anglo-Irish, and French-Canadian families. After the end of World War II, deindustrialization began to change the neighborhood and much of the neighborhood surrounding the Lachine Canal dramatically. Manufacturers moved away, the neighborhood's population collapsed as people desperate for jobs left for other districts and cities. Between 1930 and 1990, the population dropped by 2/3. By the early 1970s, 40% of the residents, 40%, were receiving some form of welfare. The rental housing stock aged and landlord proprietors were unwilling to make repairs, so there were people living with bathrooms that had not been changed since the 1920s, for example. There was a great deal of fire and arson. The neighborhood also had the lowest graduation rates of any quartier in Montreal and the highest infant mortality rates in Quebec. Without any public transit, no bus service, no metro service until 1978, no bus. The Point and its residents were cut off from the rest of the city, and the situation was desperate. In this context, citizen action groups in the Point formed to deal with the social and economic crisis of deindustrialization. And one of the motivating factors in this self-organizing was a profound awareness of what had happened in adjacent working-class districts, such as Griffintown, now completely unrecognizable, and Petite Bourgogne. C'était les femmes qui ont commencé à s'organiser. Il y a à Pointe-Saint-Charles une histoire étonnante des gens ou des femmes ordinaires prenant le contrôle de leurs droits, assurant l'accès aux services sociaux, des services médicaux, l'aide juridique, la nourriture, l'éducation. C'est incroyable. Une partie de leur travail a inclus les efforts de préserver et transformer leur environnement bâti dans une manière qui a assuré un quartier plus sécuritaire, surtout pour les femmes et les enfants. Mon préféré, c'est difficile à voir, mais c'est l'image à gauche. Vous voyez, j'espère, les panneaux d'arrêt tenus par les femmes. Quand la ville de Montréal a refusé d'installer les limites de vitesse dans le quartier, et après plusieurs morts d'enfants, les femmes de Pointe-Saint-Charles ont construit par leurs mains leur propre barrière de vitesse, panneaux d'arrêt et signes de vitesse elles-mêmes. L'historienne principale de la Pointe, Anna Krasinska, a montré que les femmes ont mené une grande partie de cet activisme pour le droit de la communauté d'influencer leur coin de la ville. C'était cette histoire dont j'ai trouvé l'inspiration pour le nom de notre projet pédagogique, le droit à la ville, suivant évidemment dans les pas d'Henri Lefebvre, pour qui le droit à la ville, c'est le droit de changer, de transformer son propre espace, même si on n'est pas le propriétaire de cet espace. Mais comme vous pouvez voir, regardant la qualité des documents sur l'écran,
Une grande partie de cette histoire est sur le point de disparaître. Les vidéos et les archives audio survivantes sont de plus en plus inaccessibles, comme le dépôt principal qui les tient, McGill University, n'a pas la technologie appropriée pour voir ou écouter les bandes. Un deuxième dépôt semble avoir perdu presque toute leur collection. Aussi, les femmes qui ont dirigé l'activisme des années 60 et des années 70 commencent à mourir. So the traces of their action in the built environment itself strikes me as enormously important. And here you see a fire station, an ancienne caserne de pompiers, which in 1973 was closed. Archival documents in Les Archives Populaires de Pointe-Saint-Charles show that a committee of mostly women succeeded in stopping not just the demolition of this gray stone building, but in fact stopped a massive expressway from being built. They figured out that if they could save this one particular building, then the plan to build a huge highway through the neighborhood would also be foiled. And so effectively they saved the neighborhood from a fate similar to Griffintown and other working class neighborhoods. And they saved it in order to become a future library, community center, and senior center. The tunnel that you see on the right was one of very few access points between the north and the south side of the tracks that divide the neighborhood. It ran underground. In fact, it's still underground. It was dark and dangerous, but many women passed through this tunnel as a quicker route to one of the largest factories in the neighborhood, which employed mostly women. There were numerous sexual assaults in this tunnel, which are still being talked about today on various Facebook groups about the point. A group of women banded together to fight to have the tunnel closed permanently, and it remains so today. So from DIY stop signs to stopping expressways, this neighborhood is a powerful index of what Nishat Awan, Tatiana Schneider, and Jeremy Till call spatial agency. This is the capacity to intervene in the world, to make a spatial difference. It was this spatial difference that particularly motivated me when I started to design the teaching project in Pointe St. Charles. The idea of teaching in and with the neighborhood came out of a series of conversations and long-standing collaborations between myself and my three colleagues shown on the screen, Dr. Ted Little, a professor from theater at Concordia who's now retired, Dr. Stephen High, who is very well known for his work with oral history, and Dr. Kathleen Vaughn, who is interested in socially engaged art pedagogy. So everyone's a professor at Concordia and then me. And three of us lived in the neighborhood at the time. We wanted to create a learning scenario in which we brought students to the site of our shared inquiry, taking them out of the classroom and into the neighborhood. We wanted to explore what it meant to study the history of a place and respond creatively to that place, where food access, job security, literacy remain significant challenges, where most of the soil, even in backyards, is considered too toxic to grow a tomato, but which also has a history of community mobilization that is, although there's lots of competition, I think it's unparalleled in Montreal. So all of our courses, every single class, all our assignments, all our research was embedded in the neighborhood itself. And what I hope to encourage in my class was an attentiveness to and curiosity about the traces of spatial agency that we could find from this period of activism. So I asked my students to observe closely the built environment in which we found ourselves, but also to see residents as situated experts or situated knowers, in Donna Haraway's term. I also asked my students to think of their coursework as an opportunity to engage with such expertise and find creative ways to reflect this knowledge back to the community as a whole, in the neighborhood wherever possible. And it's important to note, actually it's important to underscore that we never intended to come in and fix anything. We had zero authority to do that. Instead, we learned from David Pinder's characterization of the urban intervention as a means to question and explore social problems without prescribing solutions, and instead to learn about what the residents themselves
knew the solutions to be. Nous avons eu l'occasion de travailler avec une collection existante de 30 récits de vie des résidents du quartier collectés par mon collègue Stephen High. Cela nous a permis des rencontres interdisciplinaires, surtout par la narration et la mise en scène de récits. Mais les étudiantes ont aussi entrepris leurs propres entrevues, comme Muriel Luderowski, qui a rencontré des résidents qui vivaient à côté de la voie ferrée. Muriel a ensuite trouvé la façon de partager les perceptions des résidents de la voie ferrée dans une performance à côté de la même voie. Autres étudiantes ont dirigé un atelier à la bibliothèque pour découvrir les investissements personnels et collectifs de ce lieu. C'est l'ancienne caserne à pompiers, sauvée par les activistes en 1963. Vous voyez ici Aditi Ori, une étudiante avec Stephen Wells, une résidente de Pointe-Saint-Charles. Stephen a partagé avec Aditi son histoire de vie, qui a commencé à Petite Bourgogne et qui a inclus l'expérience fréquente de racisme et l'homophobie aussi dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Aditi a demandé à Stephen de dessiner une carte personnelle de vie qui a fait visible ses expériences, ses choix et son sens d'être enfin chez lui dans une coopérative. Depuis le début de leur projet, Aditi et Stephen se sont promenés souvent dans le quartier pour que Aditi pourrait voir le paysage culturel de son interlocuteur, par ses mots, par ses yeux, et pour décider ensemble comment rassembler et représenter son histoire. Stephen a donné la permission de partager les souvenirs. Il a assisté à un walking reading à la fin de session, pendant lequel mes étudiants lisaient son histoire les unes après les autres, en passant les lieux dont le texte parle. C'était un moment très puissant. Nous avons incarné collectivement la réalité vécue d'un individu dans un espace partagé. Et en même temps, nous avons appris par l'expérience de Stephen Wells comment les gens noirs, les gens queer, ne sont pas toujours en sécurité dans le quartier très spécial de Pointe-Saint-Charles. Alors, j'ai eu beaucoup plus à dire, mais je vais terminer. Il y avait beaucoup de résultats de cours. Peut-être on va les discuter. Mais une chose qui m'a frappée beaucoup, c'était que pendant notre troisième année, pendant les recherches des étudiants sur la bibliothèque, l'ancienne caserne, une conseillère du quartier nous a dit que le plan de faire un expressway, de faire le highway et de démolir le bâtiment de caserne, c'était une mythe locale. Alors, même si l'évidence existe dans les archives, la mémoire collective commence à oublier ces luttes très, très, très importantes. Et c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire des classes ouvrières, et c'est une histoire de la ville de Montréal en général, à mon avis. Alors, nous étions très inspirés de continuer avec le projet, de faire des publications et de vraiment faire public les résultats de recherche et création des étudiantes. So, one of the things I have learned from critical spatial practitioners such as Muff, as well as from my students and collaborators, is that to work with what is there is to work in a radical mode, to listen to what people know, although that's a little, I'm thinking now of the presentation we heard about sound, but to listen to what there is and to work with what is there is to work with and share authority. And even as an outsider, if you show passionate interest in something of concern to a community, you will quickly find what you have in common. Place-engaged histories of the built environment open up a space in which it's possible to collaborate with something as small as a building, as big as a community, as deep as an attachment, and as wide as a memory. Merci.